Monsieur le Président. Merci, M. Oulsiré. Avant de passer la parole à M. Diallo, je rappellerai qu'en Mauritanie, il y a eu plusieurs lois abolissant l'esclavage. La dernière est celle qui a été votée sous le régime du président Sidou Cheikh Abdellahi, le premier et le dernier président démocratiquement élu en Mauritanie. Malheureusement, l'esclavage persiste. Nous aurons le loisir pour ceux qui viennent d'arriver de poser des questions à Moussilé à la fin de la présentation des thèmes. Je passe la parole à M. Diallo qui va parler des spoliations des terres de la vallée et ses conséquences socio-économiques en Mauritanie. M. Diallo. Merci beaucoup. C'est mon nom, M. Kébé. Et il est un peu difficile de faire plus clair, de parler après M. Moussilé. Moi, je me donnerai un peu d'évoquer avec vous cette question qui a ressurgi avec beaucoup de force ces derniers temps, donc des questions des terres. On vous a distribué deux documents, dont un article ou une d'un magazine d'un magazine indépendant qui est un mensuel en Mauritanie, mais passe sur les terres de la vallée. Ce texte date de janvier 2011. On y traite des questions en fait d'expropriation de près de 120 000 hectares dans le Lao, pour ceux qui connaissent bien sûr aussi la Mauritanie, dans le Lao, dans le Halédé et également dans le Toro. Donc c'est un large camp qui couvre une bonne partie de la vallée moyenne du fleuve Sénégal, donc des terres alluviales du fleuve Sénégal. Pour également l'autre document, donc réforme foncière et récupération des terres, c'est un document qui a été en fait édité par la commission des recours, un document, je pense, à l'origine interne, la commission des recours des réfugiés. Ils sont intéressés à cette question parce que on a remarqué que la plupart des gens qui viennent aujourd'hui en fait demander l'asile en Mauritanie sont majoritairement des populations qui avaient été déportées et qui sont rentrées en Mauritanie, qui n'ont pas pu récupérer leur terre et qui ont subi des menaces qui sont arrivées en France et ont demandé en fait l'asile sur la base, bien sûr, de ce problème. Bon, pour la spoliation des terres en Mauritanie, les forces de libération africaine de Mauritanie, que je représente ici, je suis le porte-parole de cette organisation. Déjà dans les documents en fait qui fondent cette organisation, je parlerai du manifeste de Mégo-Mauritanie opprimé qui a été publié en avril 1986. On pouvait lire ceci à propos de cette expropriation des terres. Je cite: certaines familles nomades se sédentarisent dans les villes de Rosso, Gobier, Kaïdi, Bababé, Man, Magama, Séligali, Gouré, etc. Les administrateurs paysans leur distribuent gratuitement des lots de terrain de construction sur des terres de culture, des poiladés et du djeri. Les poiladés, c'est le pluriel de poiladab, donc c'est en fait un peu les terres c'est des terres de culture de vécu. Et djeri, c'est un peu en fait c'est les terres qui sont en hauteur en fait des vallées alluviales du fleuve. Donc, ces terres sont distribuées, on va dire, pour servir des terrains de construction à des communautés arabo-berbères. Ces terres, donc, qui sont occupées, sont dénommées généralement Jedida. Donc, vous avez Kakeli, par exemple, un peu au nord du terrain d'aviation, vous avez ce quartier qui est appelé Jedida, qui existe un peu partout dans ces villes, dans ces grandes villes du sud de la Mauritanie. Alors, maintenant, ce document date de 1986, et je le rappelle, on cherche
a confisqué les terres de culture dont les familles propriétaires sont connues depuis des siècles pour les distribuer aux nouveaux venus, sous prétexte qu'ils sont utiles, eux, de la chercheresse. Alors c'est comme si les Néo-Mauritaniens, eux, n'étaient pas victimes, bien sûr, de ce phénomène. Voilà. Aujourd'hui, aussi bien dans la presse indépendante qu'au niveau de certaines associations, organisations et quelques partis politiques progressistes, on entend partout, ou on lit partout, que cette tentative de faire main basse sur les territoires ou sur les terres de culture des populations négro-africaines. Des populations négro-africaines qui sont composées de Bambara, de Peul, donc Haflara, et de Soninké et de Wolof, plus bien sûr des populations latines. Alors, ce sont des populations qui voient impuissamment leurs terres spoliées par des spéculateurs bidons. Dans cet article que nous vous avons distribué, vous verrez que ces terres, donc ces 120 000 hectares, ont été expropriés au profit de agrobusiness arabes. On dit qu'ils sont coréciens ou saoudiens. Et jusqu'aujourd'hui, en tout cas, jusque-là, au moment où je vous parle, les gens sont en train de chercher à savoir qui se cache derrière cette expropriation, qui se cache derrière le rachat au monde de ces territoires qui appartiennent à des populations qui sont établies là depuis, bien sûr, plusieurs siècles. Alors, on me demande de traiter ce sujet que je trouve actuel, que je trouve plus long et également extrêmement frustrant. Bon, je dis extrêmement frustrant parce que je suis un militant, bien sûr, de cette cause-là, de toutes ces questions qui, traitent de la cohabitation difficile que nous avons, en Mauritanie. Alors, deux documents ont été publiés par les Flammes, donc le manifeste Négro-Mauritanien optimiste, et le deuxième document, c'est qui a été publié en octobre 1989 et qui est que nous avions titré Radiosophie dans l'apartheid méconnu, qui consacre un chapitre absolument important sur la réforme qui a été éditée en 1983, la réforme 127 de l'année 1983, du 5 juin 1983, qui justement traitait du moins qui a servi un peu juridiquement à enlever cette terre aux Négro-Mauritaniens. Bon, je vous listerai les différents articles de cette loi et vous montrerai que sous cette loi scélérate, il y avait il y a ce projet que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui consiste à enlever cette terre à ces Négro-Mauritaniens. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce pays, on va dire qu'il est situé un peu en Afrique de l'Ouest, entre le Maghreb, donc le Maroc, le Sénégal et le Mali. C'est un territoire qui est dans lequel cohabitent les populations arabo-berbères et négro-africains. Les négro-africains, je vous avais cité les Bambara, les Soninké, les Wolof, les Haflara et les Rati. Alors, les enjeux de la question foncière ou des questions des terres ne datent pas que d'aujourd'hui. Déjà, du temps de la colonisation, nous avions quelques théoriciens de l'entreprise coloniale française, je vous citerai Paul Marty, qui avait demandé ou avait suggéré de déporter les populations qui se situaient sur la rive gauche du fleuve Sénégal, donc du côté de l'Italie, les populations négro-africaines, de déporter vers le Sénégal, donc vers la rive droite du Sénégal, et d'installer à leur place des populations maures, donc arabo-berbères, pareilles, avec leurs esclaves. Il cherchait, ou il envisageait de faire dans la Mauritanie une colonie, on va dire raciale, une colonie
colonie ethnique composée exclusivement d'Arabes et de Touaregs plus de Trentine. Alors, ce projet n'a pas abouti parce que tout simplement, au niveau de Saint-Louis, on avait une colonie en fait française qui était très fortement opposée, et également les Néo-Mauritaniens, ou du moins les Africains qui habitaient donc ce côté de la Mauritanie, également n'entendaient pas en fait, ou du moins n'allaient pas se laisser faire. Donc la France a abandonné ce projet. Alors, notre propos donc, va, en plus, bien sûr, on va essayer de traiter de quelques aspects, bien sûr, de cette loi qui a contribué un peu, en fait, à la situation qui fait qu'aujourd'hui, la frustration, l'amertume est très grande chez les Néo-Mauritaniens. Quand on revient dans, en fait, cet article, vous verrez qu'on a donné la parole à des élus de ces localités, à quelques élus de ces localités, et également à de grands fonctionnaires qui ont déjà servi dans l'État, qui sont à la retraite, qui sont rentrés chez eux, et ces fonctionnaires aujourd'hui déplorent avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, le fait en fait que sans qu'on les ait avisés, sans qu'on les ait associés à cette entreprise, derrière laquelle le pouvoir mauritanien dit en fait qu'il essaye d'exploiter, du moins d'amener en fait la Mauritanie à s'autosuffire alimentaire, à l'autosuffisance alimentaire. Ces aspects, nous verrons que ils ont en fait, derrière ces aspects, nous verrons en fait tout le racisme qui prédomine dans ce pays. Alors, vous verrez également, j'essaierai de montrer que dans ces aspects, bien sûr, de la réforme foncière de 1983 et des ordonnances d'application qui ont été en fait qui ont été ajoutées bien sûr à cette loi, nous essaierons de montrer, je vous montrerai que en fait en fait cette loi ne consiste alors, donc cette réforme ne concernait que les territoires ici, alors qu'au nord de la Mauritanie, vous verrez qu'il y a des terres de culture, mais ces terres de culture sont en fait aucunement concernées par cette réforme. Déjà, je dis que dès les indépendances, au départ, sous le régime de Morta Ouganda, la Mauritanie avait intégré ce qu'on appelait l'organisation des États riverains du fleuve Sénégal. Alors, c'est cette organisation qui est devenue l'OMVS au début des années 70. Alors, le facteur économique ne pouvait pas être une préoccupation, bien sûr, de ce régime. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, à l'origine, bien sûr, du moins au départ, au début de cette organisation, l'État mauritanien, du moins quelques nationalistes, quelques responsables politiques mauritaniens, arabo-berbères, essayaient de s'approprier complètement l'image de la Mauritanie dans ce projet de construction des barrages. Donc l'OMVS, c'est en fait un peu la construction de deux barrages, un à Diamant pour essayer d'arrêter l'eau salée de la mer et un autre à Manantène pour essayer de réguler un peu le début d'eau du fleuve Sénégal, qui est le seul cours d'eau permanent qui traverse la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Alors, donc, on a eu
un groupe de hauts cadres et de hauts fonctionnaires arabo-berbères qui ne voulaient pas du tout que la Mauritanie continue, bien sûr, de s'impliquer dans ce projet de construction des 2 barrages qui devait en fait un peu soulager les populations, qui devait également permettre à l'agriculture d'être à l'agriculture d'être pratiquée dans cette partie de la Mauritanie. Parce que tout simplement, ces groupes d'arabo-berbères nationalistes arabes ne voulaient pas également penser que le fait de permettre une bourgeoisie agraire négo-africaine allait constituer pour eux en fait un véritable problème dans l'optique bien sûr de la continuité de l'hégémonie en Mauritanie. On a quelques grands noms parmi bien sûr ces arabo-berbères. Ils ont demandé aux pays arabes, donc la Libye, à l'Irak et puis également au Koweït, et au Fonds arabe de développement économique et social de financer des aménagements agricoles seulement dans les oueds et dans les oasis au nord de la Mauritanie. Donc, la Mauritanie sort de la MVS et en contrepartie, on finance des projets de développement agricole au nord de la Mauritanie. Alors, ces États arabes, je parlerai bien sûr de la Libye, à travers une société mixte, je pense que c'était la Famalida, qui avait obtenu, en fait, qui avait financé une exploitation rizicole à Rosso sur des terres expropriées. Nous avons également l'Organisation arabe pour le développement agricole qui a participé également à des aménagements au nord de la Mauritanie et qui bloquait un tout petit peu la manne financière qui venait des pays arabes pour essayer pour en fait la construction ou du moins pour la mobilité de ce projet de l'OMS. Alors, seulement, vu que plus en fait on évoluait, plus écologiquement c'était très difficile, donc plus la sécheresse a gagné du terrain, les populations, ou du moins ces aides étaient complètement exiguës, donc tout le monde ne pouvait pas bénéficier de ça, il fallait envisager d'aller au sud de la Mauritanie. Alors, à ce propos, au début des années 80, il y a beaucoup du moins, M. Haïdallah qui était passé à Ouaddaga, il a été interpellé par un berger mort, puis il disait, bon voilà, qu'il vivait en fait la situation extrêmement difficilement. Il vivait cette sécheresse avec beaucoup de difficultés, que le chameau était en train de mourir, qu'il fallait bien que l'État leur trouve quelque chose. Haïdallah leur a répondu ceci. Alors écoutez, prenez vos animaux et allez vers le sud, allez dans la Chimama, donc vers le sud de la Mauritanie. Là-bas, vous trouverez de l'eau, vous trouverez de l'herbe, vous trouverez de quoi nourrir vos animaux, et puis également, vous trouverez peut-être des terres que vous cultiverez. Alors, à partir de ce moment, nous avons assisté à une grande ruée de populations venues du nord vers le sud de la Mauritanie. Or, à ce moment, donc vers les années 80-85, au sud de la Mauritanie, il ne pleuvait plus beaucoup. Et donc, les cultures de riz étaient presque abandonnées. Les gens ne subsistaient que grâce aux cultures de décrue. Et l'exiguïté du lieu, plus l'arrivée massive de ces populations venues du nord, avec leurs animaux, donc des chameaux qui étaient de très grands prédateurs, ça a entraîné beaucoup de friction. Et tout de suite, il fallait très rapidement trouver une loi. Parce que la Mauritanie n'a jamais, en fait, contrairement à beaucoup de pays africains, mis en place une loi, en fait, de manière une loi sur les terres. Il y a une vieille loi qui date des années 1960 qui n'était pas très claire par rapport, bien sûr, à la politique foncière de l'État, qui disait, bon, on peut qu'il y a la terre, ou du moins
que la terre c'est le domaine de l'État, mais à côté donc de cette loi qui disait que la terre était le domaine de l'État, il y avait une loi, ou du moins il y avait en fait des lois qui étaient là traditionnelles. Il y avait un système de tenue foncière, donc la terre était traditionnelle, qui était coutumier. Dans ces territoires du Sud, la terre est un bien commun, donc qui appartient à toute la communauté, à tout le village, et il y a le chef du village qui distribue les terres, donc qui ne sont pas en fait individualisées, et il y a certaines populations qui ne sont pas issues du village qui vivent au cours des villages, qui peuvent en fait bénéficier des systèmes de prêt ou qui vont venir en fait faire du métayage. Donc ils vont cultiver et à la moisson qui vont donner en fait une partie un dixième de leur moisson aux propriétaires terriens. Donc aux propriétaires terriens, donc aux familles qui leur ont prêté la terre. La Mauritanie s'est dit bon, parce que comme c'est maintenant très difficile et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes entre des éleveurs arabo-berbères, donc morts, et des populations négro-africaines qui sont installées là depuis très longtemps, il faut trouver rapidement une loi qui amènerait en fait les populations du Nord à avoir également des terres au même titre que ces négro-mauritaniens. Donc, à ce stade-là, ils se sont dit, bon voilà, que pour récupérer ces terres, on va recourir donc à cette loi. Cette loi donc, que j'ai en fait précédemment citée dans ces ordonnances 127 de l'année 1983. Alors, donc, par rapport à cette loi, nous avions par exemple des dispositions sur le rachat des terres. Bon, à cette période-là, beaucoup de pays arabes avaient en fait des banques, et les banques nationales, les banques mauritaniennes, les banques nationales mauritaniennes, on a vu à cette époque ne prêter de l'argent qu'à des mots. Les lois n'avaient pas en fait accès au crédit de ces banques. On donnait de l'argent au monde, on disait au monde d'aller acheter des terres dans le Fouta ou dans le Guinée-Macha ou dans le Wallotara. Alors, on sait que dans ces villes, déjà, avec l'arrivée massive des populations du Nord et avec le charbon, des gens, en fait, s'étaient revenus à cultiver le moins possible parce que tu cultives ton champ. Et il arrive un moment où, en fait, tu vas voir des camélités, des dromadaires venir dévasser ton champ, où il y a également d'autres prédateurs qui viennent dévasser ton champ. Les gens étaient complètement pauvres et acceptaient de brader finalement leur terre à des agro-business ou à des morts qui avaient en fait la possibilité d'emprunter de l'argent dans les banques ou simplement d'aller vendre de l'argent dans les banques. Et ensuite, on a essayé de dire qu'en Mauritanie, ça c'est un argumentaire en fait historique, on a essayé de dire que les Noirs qui sont en Mauritanie viennent soit du Sénégal, soit du Mali, soit de la Guinée. Donc, et que ces terres qui sont dans le territoire mauritanien ne leur appartiennent pas. Alors, à côté de cette théorie, vous trouverez dans la littérature même, il y a un journal que j'essaie de le trouver, c'est un journal qui a été publié ici à Paris et qui en fait est un journal panarabiste dans lequel on avait en fait montré, je crois que c'est Warnal Arabia. Alors, c'est le numéro 29 de l'année 1960, le numéro 29 du mois d'avril 1969. Dans ce journal, alors, dans ce journal, vous avez deux photographies.
Alors, dans ces deux photographies, vous avez en fait des Arabes, des Maures, des femmes Maures et des hommes Maures. Et dans la deuxième photo, on montre des populations noires qui sont sur une pirogue. Alors, et comme légende, sous la photo des Maures, on dit voilà d'authentiques Mauritaniens. Sous la photo des gros, en fait, des Noirs qui sont sur le fleuve Sénégal dans une vague, on dit voilà des envahisseurs venus en fait d'Afrique noire. Et ça date de 69. Et également dans l'article de ce journal en Arabia, on a dit que les Noirs qui étaient en fait que les Noirs qui sont en Mauritanie sont assimilés, en fait, on a assimilé les Noirs qui sont les Noirs de Mauritanie à des envahisseurs juifs. Et on dit des mots qui habitent, en fait, des mots qui sont authentiques mauritaniens, que ce sont les Palestiniens. Donc, vous voyez un tout petit peu ce dualisme. Et toujours dans l'argumentaire historique, une fois, en fait, c'était en 1987 lors d'un passage de Taïa à Silibali. À l'époque, le gouverneur de Silibali, c'était Daoud Abdel Jeli. Des populations qui étaient en fait, qui subissaient beaucoup les invasions des dromadaires dans leur champ, dans leur culture, sont venus en fait demander un peu l'arbitrage du chef de l'État, en l'occurrence de Moutaïa, pour que les Maures essayent un peu d'amener plus au nord le chameau. Daoud Abdel Jalil a pris la parole et a dit en fait à ses ressortissants, ou du moins à ses notables soulignés du Guimara, écoutez, les dromadaires sont aussi mauritaniens que vous, sinon plus. Bon, ils ont le droit de se nourrir ici, ils ont le droit de venir voir également d'avoir accès au fleuve. Fin de citation. Alors, donc, par rapport donc, toujours à cette ordonnance, vous verrez également qu'il y a des dispositions, je disais, en fait, sur le rachat des terres. Les dispositions, donc c'est les articles 1, 3 et 14. On dit, à la lecture de ces fondements, convaincu le législateur, certainement, c'est lui qui a fait cette ordonnance. On m'a dit que ce sont des Français, mais je suis sûr qu'ils étaient très conseillés, de très part, en mode qui ne s'y connaît absolument rien, en tout cas dans le système de tenue en fait foncière des Noirs. Je disais donc que la terre au sud de la Mauritanie, donc dans ces territoires du sud de la Mauritanie, n'appartenait à personne. Que c'était des terres collectives, que c'était des terres lignagères, et que personne n'osait, en tout cas avant avant en fait l'élection de cette loi, se permettre de vendre une terre. Parce que ce n'est pas à toi, c'est à toute ta famille, c'est à la communauté. Donc dans une des dispositions, donc dans un des articles, on dit que la terre n'est plus en fait collective, que la terre est désormais en fait à individualiser. C'était un peu l'une des lois, en fait, dans des articles qui le plus posaient problème. Bon, je dis poser problème parce que tout simplement, l'État mauritanien n'avait à aucun moment pu, en fait, gérer sereinement la question, en fait, de construction de certains barrages, par exemple. Le périmètre était dit
avant qu'il ne soit construit, ou du moins avant qu'il ne soit réalisé, avait eu beaucoup de résistance au niveau des populations qui ne voulaient pas, en fait, qui ne comprenaient pas ou qui ne pouvaient pas accepter que des terres des terres en fait qui appartiennent à leur communauté, à leur famille, soient morcelées en l'autre. Excusez-moi, je termine. Alors, donc, c'est dit que pour ces dispositions qui s'inscrivent dans le droit fil, dans des objectifs de la réforme, on va voir que cette loi a été élaborée au départ existe pour promouvoir un développement harmonieux et équilibré du secteur agricole. Et encore un tout petit peu pour en fait une certaine égalité sociale. Égalité sociale, pourquoi? Parce que tout simplement, on a vu que il y a toujours dans cette ordonnance la loi ou du moins l'article qui dit que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Il se trouve que par rapport bien sûr à cet article, la plupart, en tout cas des terres que les mots s'approprient, ces terres étaient travaillées par des rabbins habiles. Et ces terres qui étant travaillées par des rabbins habiles devaient en fait nécessairement revenir à ceux qui la travaillaient. Or, dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. On a vu en fait des hommes d'affaires d'État amener des dissensions au sein de la communauté négro-mauritanienne en essayant d'opposer des légitimes revendications des ratiques et la volonté tout aussi légitime des paysans négro-mauritaniens de la vallée de garder leur propriété de leur seul moyen de subsistance, la terre. Pour déposséder les paysans noirs de leur terre et attribuer celle-ci aux hommes d'affaires bédans, l'ordonnance a donné à l'État une arme à bout d'étendre. Celui-ci commence d'abord par élargir à l'infini son domaine. Il dispose pour ce faire de plusieurs instruments juridiques. Les terres vacantes et sans maître, les terres mortes, notion dont l'ambiguïté est certaine, parce que tout simplement, pour les terres pigéries, on a vu que, du moins, pour les terres, on a vu qu'on utilisait un peu l'agriculture extensive. On cultivait à un moment une partie des terres et on mettait l'autre en jachère. Et il se trouve que des terres qui sont en fait très hautes et qui n'étaient pas atteintes par l'eau a été laissé en fait pendant longtemps et ne pouvait plus laisser de traces visibles de leur exploitation. Et ces terres étaient tout simplement expropriées, spoliées par l'État. Alors, une fois donc que l'État a fait tomber toutes ces terres dans son domaine, il ne lui restait plus avec des administrateurs absolument véreux. Donc aujourd'hui, c'est des hackers et des gouverneurs qui donnent des terres, comme des préfets et des gouverneurs. C'est des filles en fait de chefs de village qui distribuent des terres. Donc ceux-ci vont donner octroyer ces terres à leur parentèle et c'est souvent le cas. Aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce grand domaine de près de 120 000 hectares qui est en train d'être conduit à des investisseurs saoudiens ou micro-agressifs, nous verrons que la plupart des terres qui ont été données appartiennent à des gens qui sont établis et qui ont même quelquefois des titres fonciers. Bon, on a vu, par exemple, dans un des villages dans les villages du Taureau, des terres en fait qui sont, ou du moins un cimetière, on a vu un cimetière donné comme ou du moins dans la délimitation de ces 120 000 hectares, vous avez
des cimetières dans le village. Et aujourd'hui, ce village est obligé d'amener en fait ces morts de l'autre côté du fleuve Sénégal pour l'enterrer. Vous pouvez lire, je pense qu'on en parle dans cet article de témoignage de Jeanne. Vous avez l'article? Vous l'avez largement distribué. D'accord, ok. Alors, c'est un village dans le Taureau, dans lequel vous avez en fait le cimetière qui a été en fait délimité parmi en fait cette centaine d'hectares qui a été offert à des populations, ou du moins à des investisseurs précis. Et aujourd'hui, malheureusement, ces populations sont obligées d'amener leur mort de l'autre côté du fleuve Sénégal pour les enterrer. Alors, donc logiquement, ce qui vaut pour le site en matière d'intégration nationale et de développement agricole et de justice sociale devait s'appliquer au nord. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez tout le nord qui est laissé tel quel et le sud qui est complètement envahi et également complètement déstructuré.